Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Descente du ministre du Cadre de Vie et du Développement durable sur les chantiers d'asphaltage et de construction de marchés urbains dans les départements du Monde du Koufo. José Tonato est allé s'enquérir de l'évolution de ces chantiers. Lutte contre les violences basées sur le genre, le guide d'accompagnement élaboré récemment à cet effet a fait l'objet d'un atelier pour sa validation. Les détails dans un instant. Le zèle de ta maison m'a dévoré, c'est le nom de cet ouvrage qui rend hommage à Jean Plia et publié par sa propre fille Isabelle Plia que nous vous faisons découvrir dans un instant. Bonsoir et merci de votre attention. Une délégation du ministère du Cadre de Vie, conduite par José Didier Tonato, était à Lokossa et à Azové. Objectif constater le niveau d'évolution des travaux d'asphaltage à Lokossa et celui des travaux de construction du marché régional d'Azové. Le NEC à Gbazaou, Alexis Kenom. Lokossa, la cité de l'Espérance, fait partie des communes bénéficiaires de la première phase du projet asphaltage. Dans presque tous les quartiers, des voies sont en construction pour donner un nouveau visage à la ville. Une ambition du président Patrice Talon qui est en train d'être concrétisée. José Didier Tonato, ministre du Cadre de Vie et du Développement durable, vient ici s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Le chantier, dans son avancement, a connu certaines perturbations qui font qu'à ce jour, nous sommes à un taux physique d'avancement de 80%. Et sur le planning que nous avons présenté, le plan d'action, nous nous sommes projetés avec ce qui reste à faire, avec les moyens que nous déployons, nous sommes projetés jusqu'à fin octobre. Mais nous travaillons pour le rapprocher le plus possible. 80% comme taux d'exécution physique pour un chantier qui devrait être livré le 21 juillet dernier. L'autorité ministérielle invite l'entreprise en charge des travaux à la célérité afin de rattraper le retard observé. Lokossa, aujourd'hui, il faut le dire, c'est le dernier des 12 lots asphaltage. C'est le dernier des 12 lots asphaltage, ce n'est pas bon. Et donc, il nous faut trouver une solution. Il y avait des problèmes techniques, des problèmes de sol qui, objectivement, ont compliqué la réalisation des travaux. Ce qui est heureux, c'est que des solutions techniques ont été trouvées et sont déjà en cours de mise en œuvre. Donc, c'est très positif. Je souhaite simplement qu'on reste dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, par hasard, c'était le délai de la fin des travaux, le 21 juillet. Donc, en décidant de venir aujourd'hui, je n'ai pas fait exprès, c'est tombé dessus comme ça. Normalement, je devais être en train d'assister à la réception provisoire des travaux. L'entreprise demande un délai que nous ne pouvons pas accepter. Et la réception, ce sera fin septembre. Donc nous allons travailler le planning dans ce sens-là. À quelques kilomètres de Lokossa, c'est le site de construction du marché régional d'Azové qui accueille la délégation ministérielle. Ici, les travaux connaissent une timide évolution due à la construction du site de relogement. L'entreprise prend l'engagement de respecter le délai. En termes d'approvisionnement, tout le sable qu'il faut pour finir ce chantier existe déjà. On a environ 9000 m3 de sable. Nous souhaitons que vous alliez visiter notre aide de préfa. On a déjà du stock en gravier pour lancer la préfabrication des pavés. On a beaucoup de gravier en stock. Nous prenons l'engagement de pouvoir résorber le retard. Si toutes les facilités ont été offertes, il faut vraiment que l'entreprise se remobilise. Je vais revenir exactement dans un mois. Franchement, j'espère que je serai agréablement surpris.
Le préfet se dit confiant quant à la bonne exécution des travaux et remercie le gouvernement pour ce joyau dont bénéficieront les femmes de la localité. Nous allons nous réjouir après pour que les femmes puissent rejoindre ici et continuer donc de mener leur activité. Parce que ce qui est prévu ici, c'est un grand complexe qui va nous permettre d'être à l'aise dans notre marché. C'est un marché régional. À souligner qu'avant sa descente sur les chantiers de l'Okossa et d'Azové, le ministre du cadre de vie a fait une escale à l'Agence pour le développement intégré de la zone économique du lac Aïmé et ses chenaux à Segboroué dans la commune de Komé pour échanger avec le personnel. Après le lancement officiel des travaux de reprofilage dans les 9 arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi, eh bien, le maire Évariste Angelo Arandino joint à la parole à cet effet. Plusieurs voies secondaires sont déjà reprofilées pour soulager les peines des populations. Aussi, Nadéléké, Monique Torrent. 152 km de voies à reprofiler dans le 9 arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi. Quelques semaines après son installation à la tête de la commune, le maire Angelo Arandino initie ce projet qui vise à réduire les peines des populations à circuler pendant les saisons de pluie. Vous savez que nous sommes en train de finir la grande saison des pluies et à l'occasion de la saison des pluies, les voies ont subi beaucoup de dégradation. Donc ces travaux viennent à propos pour amoindrir donc, les peines que subissent les populations sur ces voies. Donc c'est une initiative qui a été prise par le maire dès sa prise de service et l'opération se poursuit. 3 arrondissements pour cette première phase. Nous avons l'arrondissement de Godomé, l'arrondissement de Calavi et l'arrondissement d'Akassato. À la date d'aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes déjà à environ 100 km de voies traitées dans tous ces 3 arrondissements-là. C'est une opération qui soulage beaucoup la mobilité des personnes. Après ces 3 arrondissements que nous avons démarré, nous allons prendre la deuxième phase qui va concerner les arrondissements de Toba, l'arrondissement de Ouedo et l'arrondissement de Révier. Et la 3e phase prendra en compte l'arrondissement de Glodibé, l'arrondissement de Sinvier et l'arrondissement de Marou. L'autorité communale ne tarde pas à joindre l'acte à la parole. Les travaux sont lancés dès le 8 juillet. Ce que le maire a fait là, la population de Tamboudo lui dit merci. S'il va répondre chaque fois à nos doléances comme ça serait très bon. Les femmes qui portent de l'enfant, même quand ils passent ici, ils tombent. Il y a des gens qui cassent avec les motos, les probotos qui tombent avec des bouteilles de boisson, tout ça là. Vraiment, nous le remercions. C'est Dieu, le Père Céleste qui l'a normé dans cette place. Et il est venu nous a aidés pour ce travail. Et Dieu va le bénir pour l'éternité. D'abord, nous remercions le maire, M. Arandino, pour son proactif, parce que lorsqu'on a le problème, on est allé le voir et rapidement il a réagi. Là, nous sommes contents de ces actions et nous demandons pour que ces activités puissent continuer normalement, pour que regardez de part et d'autre, il y a des pavés qui viennent s'arrêter. Si on peut nous compléter ces pavés-là, pour que ça puisse être bien éclairé. On a bien apprécié le maire, le nouveau maire qui nous a fait cette voie. Ça a rendu le déplacement facile à la population de base, surtout à la population d'Assosa. Une fois que cela vient d'être réalisé, ça a donné la joie à tout le monde. L'exécution de ce projet ne manque pas de rencontrer des difficultés, mais les opérateurs rassurent. Pris la résolution de reprofiler les voies. Ici, nous sommes plus précisément sur le tronçon allant du Calavi-Kota vers le carrefour Ouedo. Tel que vous pouvez constater, l'engin est en marche. Et il y a aussi des points d'attente, des points de difficulté comme vous le constatez, des points où il y a des boues, il y a de l'eau. Ces points ont été réservés pour être traités spécialement. Les travaux vont durer environ 1 mois.
Le Fonds africain de garantie et de coopération économique, FAGAS, a un nouveau patron, directeur général Ngueto Yambaye, va diriger l'institution pour les 4 prochaines années. Alors, quelle est sa feuille de route? Élément de réponse dans ce sujet tourné par Herman Rodrigue-Amégan. Un géant à la tête du FAGAS, grand par la taille, grand par le parcours. Ngueto Tiraïda Yambaye. Ce Tchadien, économiste de haut niveau, traîne son 1,85 m depuis plus de 25 ans dans le monde des finances. Ministre de l'économie de son pays, administrateur du FMI pour l'Afrique, universitaire. Une somme d'expérience sur laquelle il compte s'appuyer pour réussir son mandat de 4 ans, dont les lignes sont déjà toutes tracées. Je voudrais, Monsieur le Président, faire en sorte que le FAGAS soit une institution moderne et crédible, valoriser les ressources humaines en tenant compte de la diversité et du genre. Je voudrais aussi contribuer rapidement à la mobilisation des ressources propres du FAGAS pour que les ratios fonds propres nets sur engagement soient solides. Il m'appartient, sous la supervision du conseil d'administration et du conseil de gouverneurs, de faire en sorte que l'espace d'intervention du FAGAS soit élargi. Au bout de 43 années d'existence, le FAGAS est au tournant de son histoire. En dépit de ses performances pour le moins rassurantes, l'institution doit tout de même se réinventer pour maîtriser les défis de l'heure. Le FAGAS a permis de mobiliser près de 2000 milliards de financement au profit des économies des États membres, malgré un environnement de plus en plus difficile. Ceci exige de nous une évaluation conséquente et objective du chemin parcouru, une projection réelle et réaliste en vue de donner au FAGAS les moyens adéquats pour lui permettre de mieux soutenir le financement de projets intégrateurs aptes à mieux faire face aux défis de la croissance et de l'emploi. La charge revient donc au 7e directeur général du fonds. L'ancien handballeur et basketteur tchadien détient désormais le brassard de capitaine pour conduire l'équipe du FAGAS, spécialisée dans les investissements publics et privés, et qui regroupe 14 pays d'Afrique. Le directeur général de l'Agence française de développement AFD, qui a posé ses valises au Bénin depuis juin 2017, est en fin de mission, fier d'avoir conduit cette collaboration avec le Bénin, notamment dans le secteur de l'énergie. Marcel Arossi. Pendant son séjour, un partenariat solide a été noué entre le ministère de l'Énergie et l'Agence française de développement. En partant, Adrien Aye a la satisfaction d'avoir pu initier toute une série de projets au bout de 3 ans. Aujourd'hui, on a à peu près 5 projets dans le secteur de l'énergie qui sont en exécution ou en instruction. Ça représente à peu près l'accès à l'électricité pour 800 000 personnes. C'est aussi la première centrale solaire photovoltaïque qui va bientôt sortir de terre au Bénin de 25 MW. Donc voilà, à la fois sur les réseaux, à la fois sur la production, sur la qualité de l'électricité, sur les performances de la société nationale SB2E, donc un petit peu dans tous les domaines. Ces 3 dernières années, pour l'Agence française de développement au Bénin, a été particulièrement active. En 3 ans, nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Je peux vous confirmer que la coopération AFD et la République du Bénin est une coopération exemplaire, est une coopération excellente et dynamique. Et dynamique dans le sens où, dans le cadre de cette coopération, nous avons effectué beaucoup de projets, nous avons réalisé beaucoup de projets dans le secteur de l'énergie. Ça nous a beaucoup aidé à redresser le secteur en associant donc à tous les autres soutiens que nous avons. Je crois que on peut donner cette coopération un exemple. Nous avons apprécié cette collaboration, surtout qu'avec son prédécesseur, il avait déjà une dynamique qui existait, qu'il a essayé de maintenir. Partenaire historique, l'Agence française de développement accompagne le Bénin depuis 1956 vers une croissance durable. Après s'être entretenu avec les associations professionnelles et médias, eh bien, le ministre de la Communication était ce vendredi au cabinet de la haute autorité, du président de la haute autorité de la communication. Jérôme Bois a suivi cette séance pour nous et voici son compte rendu.
Alain Oronla, en mode défenseur de la presse. La problématique de la fermeture des médias en ligne et l'appui de l'État à la presse ont été au cœur de l'entretien. J'ai obtenu du président de la HAC des assurances pour un retour rapide à la normale quand on aura élaboré un cadre pertinent et approprié pour que les professionnels des médias en ligne puissent exercer dans un bel environnement leur art. S'agissant de l'appui de l'État aux médias, j'ai sollicité et obtenu la promesse et l'engagement de la HAC à accompagner le plaidoyer des professionnels des médias pour une assistance, une aide publique au développement des médias privés. J'ai obtenu cette assurance et je crois que c'est une excellente nouvelle donnée par l'autorité de régulation et l'autorité de mise en œuvre du programme du gouvernement en matière de médias. Donc je pense que c'est un signal très fort qui a été donné et une promesse de lendemain meilleur pour les professionnels des médias, dont je comprends le scepticisme, mais qui doivent retrouver leur couleur. Parce que ce que nous faisons ne s'inscrit pas, comme j'ai pu l'entendre, dans certains médias très critiques mais objectifs, ne s'inscrit pas dans un agenda politique ou électoraliste, mais dans une démarche cohérente pour redorer effectivement et sincèrement le blason du paysage médiatique, le blason de notre presse, qui d'ici l'année prochaine, au plus tard, parce que la mise en œuvre peut mettre du temps, mais il y a des pas et des actes qui sont posés au quotidien, au jour le jour, retrouvera ses couleurs, ses lettres de noblesse, et le sourire reviendra, je pense, de manière irréversible sur le visage des professionnels des médias. L'autorité de régulation des médias a par ailleurs reçu les dirigeants du FONAC pour des sujets divers et variés. Des documents ont été échangés entre les deux délégations et la prochaine réunion qui aura lieu très incessamment permettra d'aboutir sur un résultat que nous allons communiquer à la presse. À l'étape actuelle, nous sommes d'abord au niveau des investigations, nous sommes au niveau des échanges d'informations complémentaires pour les deux délégations, à savoir la HAC et ses collaborateurs, le président du FONAC et ses collaborateurs. L'imam de Djougou et sa délégation ont également échangé avec le bureau de la HAC. Médecins du monde, l'UNICEF et le ministère des Affaires sociales se mobilisent pour lutter contre les violences basées sur le genre. Un guide d'accompagnement psychosocial a été élaboré à cet effet. Le document a fait l'objet d'un atelier de validation à Grand Popo. Jean-Claude James, Daniel Ada. Le guide d'accompagnement psychosocial, une fois validé, sera un compagnon fidèle pour les assistants sociaux. Mais pour l'heure, tous les acteurs du processus de prise en charge des victimes se retrouvent pour une concertation. L'objectif du présent guide est donc de renforcer de façon continue les compétences des assistants sociaux, afin qu'ils soient à même d'offrir un accompagnement psychosocial de qualité aux victimes dans leurs différentes unités de prise en charge. Mesdames et messieurs, l'ambition des Médecins du monde suisse, de l'UNICEF et du ministère des Affaires sociales et de la microfinance est de faire de ces guides d'accompagnement psychosocial des victimes de VBZ un document de référence sur le plan national. Le représentant du ministère des Affaires sociales salue l'élaboration de ce document qui vient à propos. Les violences basées sur le genre sont des préoccupations pour le ministère à la base. Et on le remarque par la création aujourd'hui des CIPEC, qui sont des institutions qui prennent en charge véritablement ces fléaux. C'est le lieu pour nous de remercier Médecins du monde et UNICEF
pour leur accompagnement quotidien de notre ministère. Aujourd'hui, nous réunissons un certain nombre de personnes afin qu'ils réfléchissent et qu'ils valident ce guide d'accompagnement. Je veux vous convier véritablement à un travail sérieux, à une détermination et surtout à une abnégation, afin que nous ayons un guide d'accompagnement suffisamment approprié. Médecins du monde est au Bénin depuis 2008. Ses interventions couvrent 3 volets, à savoir la santé de la mère et de l'enfant, la santé sexuelle des adolescents et jeunes et les violences basées sur le genre. L'École nationale des officiers de Tofor a donné son feu vert à la 15e promotion des élèves officiers. Et bien, la remise d'épaulettes a marqué la cérémonie de sortie officielle. On retrouve Jean-Claude James et Jules Akwekou. Port du tout premier galon d'officier. 2 ans de formation s'achèvent ainsi pour ces éléments de la Grande Muette, désormais des sous-lieutenants. Cette promotion a beaucoup de défis à relever. Par ce temps d'incertitude sécuritaire, par ce temps de complexité du terrain, ils ont beaucoup de défis à relever. Et je crois que l'encadrement, le commandement, toutes les forces réunies, chacun a dû contribuer d'une manière ou d'une autre pour la réussite de cette formation. C'est heureux parce que le métier d'armes est un métier noble, c'est un sacerdoce, parce que c'est un métier qui peut vous amener à aller au sacrifice suprême. Et à chaque militaire, il faut saluer la nation. Au total, 37 stagiaires venus de 7 pays composent cette 15e promotion, baptisée promotion sous lieutenant Bertrand Amaou Aladei Selo. Pour la circonstance, le parrain est revenu sur quelques points clés de leur mission. C'est une grande joie qui m'anime de parrainer parce que c'est pardonner, c'est souvent entre eux que ça se fait. Un civil qui vient parrainer donc des militaires, ça sort de l'ordinaire. Comme le commandant de l'école l'a dit, dès qu'ils vont franchir ce portail, le plus dur commence. Ils doivent prendre des engagements. Ils ont pris ces engagements-là pour nous défendre, pour défendre nos patries, pour nous sécuriser, parce que c'est leur rôle, afin que le respect, la rigueur, la discipline qu'on connaît de la Grande Muette puisse être toujours leur mot d'ordre dans la vie. Le sous-lieutenant Dankoro Sadat sort major de cette 15e promotion et le sous-lieutenant Natabo Lecresse, la première des dames. S'instruire pour mieux servir. C'est la devise de l'École nationale des officiers de Tofor qui est accessible par concours. Et parlons de cet ouvrage, Le zèle de ta maison m'a dévoré. Eh bien, il s'agit d'un ouvrage hommage à l'écrivain Jean Plia, un hommage signé par sa propre fille Isabelle Plia Obna, Nikanokovi. Plia est un homme pétri d'humilité. Il était érigé en arbre fétiche dans la conscience collective des Béninois. 5 ans après sa mort, l'écrivain Jean Plia est toujours aussi lu et inspire tout autant la plume des témoins privilégiés de sa vie. Isabelle Plia Aubenas est de ceux-là. Sa nouvelle parution est une offrande d'eau pour arroser les racines du grand arbre qui n'est plus. Un devoir de mémoire familiale pour tresseuse de cordes avertie. Je dois vous avouer qu'il m'a fallu beaucoup d'audace pour oser m'attaquer à pareil géant dans la foi. Fût-il mon père. Papa, en m'adressant à toi, à travers ce portrait souvenir de ta vie parmi nous, je relate au lecteur l'histoire intime de cette mission que le Saint-Esprit m'a confiée. Faire mémoire du témoin de Jésus que tu as été, afin que le plus grand nombre soit édifié par l'œuvre surabondante de la grâce de Dieu dans ta vie. Pour l'auteur, l'expérience est intimiste, voire spirituelle, car elle se penche sur l'une des nombreuses facettes du personnage conté, Jean Plia, l'homme de foi. Et il en est né un ouvrage au carrefour de plusieurs genres littéraires, un témoignage sur 10 chapitres construits en 2 parties. Et jusque dans le titre,
La fille du paix pousse l'hommage posthume à un juste degré de ressemblance avec la vie du zélé Plia. Jean Plia, il a tout fait, absolument tout, avec zèle et passion. Son zèle pour la maison de Dieu, puis c'est ce que dit le titre, eh bien, ce zèle-là, il s'est manifesté d'abord à travers la cité, c'est-à-dire le Dahomey, le Bénin, et à travers nous, les hommes. Donc il a soigné nos corps, il a nourri notre esprit avec zèle. Je parle de l'historien, du géographe, de l'éducateur, du pédagogue et du penseur. Il a nourri nos âmes avec zèle également. Il a les petits livres de prière qui sont utilisés partout dans le monde. Il était une fois Jean Plia, Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1967 pour sa pièce Kondo le requin. Il était une fois Jean Plia, berger national émérite du renouveau charismatique catholique du Bénin. 1000 vies que tous les témoignages de circonstances n'épuisent pas, 1000 mondes qu'un seul livre n'aurait pas suffi à raconter. Avec le recul, j'ai compris qu'en écrivant cet hommage, j'étais en mission. Le résultat final reste un balbutiement, comme le dira le père Quincon, une matière première, un substrat qui servira à des investigations et à des travaux futurs. Le zèle de ta maison m'a dévoré. Un ouvrage à lire pour entrer dans l'intimité d'un illustre fils du Dahomey du Bénin. Une fille y raconte son père, son héros, celui aussi de millions de personnes que ses livres et sa vie spirituelle continuent d'inspirer. Et voici maintenant l'actualité internationale, une compilation de Lunaïk Agbazaou. Elle est notamment marquée par la généralisation des tests de Covid-19 à l'arrivée aux aéroports français. L'actualité internationale donc. En France, le Premier ministre Jean Castex annonce des tests obligatoires pour les voyageurs venant des 16 pays où le virus du Covid-19 circule encore fortement, comme les États-Unis, l'Algérie et le Maroc, ainsi qu'une généralisation des tests à l'arrivée aux aéroports. Il a été décidé que les voyageurs seront tenus de disposer d'un test attestant qu'ils ne sont pas porteurs du virus pour embarquer dans les avions correspondants. Nous savons que dans un certain nombre de ces pays, il n'existe pas de stratégie de dépistage et que donc l'accès aux tests est difficile. En conséquence de quoi, nous avons décidé de généraliser les tests à l'arrivée. Jacqueline Lafont, avocate de Nicolas Zepeda, et Étienne Manteau, procureur de la République à Besançon, sont arrivés aujourd'hui au palais de justice de Besançon en amont au procès du ressortissant chilien Nicolas Zepeda, extradé en France. Il est soupçonné d'avoir assassiné son ex-petite amie japonaise Narumi Kurosaki en 2016 dans le Doubs. Une fillette de 3 ans est morte des suites du Covid-19 il y a quelques jours en Belgique, annonce un porte-parole des autorités sanitaires du pays. Les cinémas de Pékin ouvrent timidement leurs portes après plusieurs cycles de désinfection, alors que des centaines de cinémas ont rouvert dans de nombreuses villes chinoises le 20 juillet après une fermeture générale de près de 6 mois due au coronavirus. Un cinéma de Pékin a demandé l'aide des bénévoles de l'équipe de sauvetage Blue Sky, une organisation non gouvernementale qui vient en aide aux organisations privées pour désinfecter les zones touchées par la pandémie de Covid-19. Eh bien, ce journal se referme. Merci de votre attention. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rachida Biomaman pour le JT Soir. Merci et à demain.